Guy Corneau est psychanalyste, mais dès l'adolescence, son intérêt se porte vers le théâtre. Il a écrit, joué et mis en scène plusieurs pièces. Guy Corneau a aussi écrit 6 ouvrages, qui sont devenus des best-sellers. Le premier s'intitule « Père manquant, fils manqué », paru en 1989. Il a aussi écrit Le meilleur de soi, où il explique comment se libérer de la peur et des croyances négatives en nourrissant nos élans créateurs et nos idéaux. Dans son dernier ouvrage, Revivre, paru en 2011, Guy Corneau nous invite, à partir de sa propre expérience d'un cancer de grade 4, à réfléchir aux aspects psychologiques et spirituels de la maladie. Guy Corneau est actuellement à Paris au théâtre Le Feu de la Rampe, où il présente L'amour dans tous ses états. Bonjour Guy Corneau. Bonjour, bonjour. Jackie Durand du magazine Soleil Levant voulait te faire une surprise. Et bien voilà, c'est moi la surprise. Une jolie surprise. Je m'appelle Marie Gentil, je suis artiste pédagogue. Et pour introduire ton entretien avec Jackie, Oui. eh bien, je vais interpréter une chanson Oui. qui s'intitule « Je viens de là ». Passe le temps, les mois, les années, toutes ces pages déjà tournées, ces bouts de moi abandonnés, le long des chemins empruntés, comme de petits cailloux blancs, derrière chacun de mes pas, étoiles filantes au fil du temps, souvenirs peints sur écran plat. Je viens de là, je viens de vous, mon âme dessinée, façonnée au gré de ce rendez-vous, mon cœur riche de ce passé, mon cœur riche de ce passé, de mon premier jardin d'enfance, où les printemps sans soleil, dans la peur masquée d'arrogance, ont laissé les mots en sommeil. Et puis la conquête de l'amour, les rencontres et les plaisirs, pierres précieuses sur du velours, m'ont fait vibrer et grandir. Je viens de là, je viens de vous, de ce que j'ai reçu et donné, et des nuits blanches et des jours fous, malgré les peines et les regrets, malgré les peines et les regrets. On me rayonne tant de lumière, belle mosaïque ensoleillée, ce regard et visage d'hier, comme un héritage secret. Aujourd'hui j'offre en cadeau à celles et ceux que j'ai croisés, cette traversée au fil des mots, ces perles que je saurais garder. Je viens de là, je viens de vous, de mes choix, de mes envies, quelques erreurs malgré tout, qui m'ont faite comme je suis.
viens de là, je viens de vous. Mon âme dessinée, façonnée au gré de ces rendez-vous. Mon cœur riche de ce passé. Mon cœur riche de ce passé. Bonjour Guy. Bonjour, bonjour. Donc merci de nous recevoir malgré ta charge de travail, la fatigue. Ah, ça va. On tient le coup quand même, je tiens la route. Bon, et merci pour partager avec les dizaines de milliers de lecteurs et internautes de Soleil Levant. Voilà, alors j'explique ma raison d'être ici. Donc avant de prendre contact pour cette rencontre, il y a quelques jours, je suis allé visionner une interview récente de Lilou Masset. Oui. Et là, j'ai ressenti une émotion. En t'entendant parler, j'ai ressenti une émotion, une belle émotion de joie. Et c'est pourquoi je suis ici. Ah, mais c'est venu pour les bonnes raisons, si on peut dire. Et c'est donc, bon ça, porté par la joie. S'il te plaît, pourrais-tu nous parler de la grandeur et de la décadence des émotions? Alors là, tu as parlé de la grandeur, de la décadence, de la joie. En fait, les émotions, c'est l'intelligence même de la vie en nous, hein. Et ce qui est intéressant, c'est que les émotions, ça s'adresse autant à notre mental qu'à nos sensations. C'est vraiment un espace entre les deux. C'est pratiquement tout l'espace psychique. Jung dirait l'espace de l'âme, au sens de ce qui nous anime. Et les émotions, en général, nos émotions très intimes, on en rend les autres responsables, en fait. On dit souvent, c'est à cause de toi que je suis triste, par exemple, ou c'est à cause de toi que je suis en colère. C'est pas vrai du tout, là. On est en colère, on est triste parce qu'on avait certaines attentes, et ces attentes reposent sur des blessures inconscientes, et l'émotion vient nous rappeler, les états intérieurs qui s'installent en nous viennent nous rappeler qu'on n'est pas toujours au rendez-vous de nous-mêmes, qu'on n'est pas toujours au rendez-vous de notre propre vie, et que les autres sont simplement des acteurs qui passent dans nos scénarios pour pouvoir nous rappeler que, oui, peut-être qu'il y a des blessures d'abandon derrière et que c'est nous qui nous abandonnons et pas tant l'autre qui nous abandonne. Alors, moi, je me suis comme, si tu veux, habitué, ou ma conclusion sur tout ce travail avec les émotions, c'était vraiment que les émotions sont vraiment l'intelligence même de la vie qui nous parle, en fait. C'est ça que je pense. Et si on revient à la joie, je dirais que la joie, c'est quelque chose qui est déposé en nous dès le départ. Et qu'il y a deux sortes de joie. Il y a une joie qui est la simple joie d'exister, si tu veux. La joie d'être au monde. Mais une joie aussi qui vient de notre action, de notre engagement dans le monde avec notre essence d'artiste, ou notre essence d'enseignant, ou de soignant, ou d'accompagnant, ou de communicateur. Et cette joie-là, si tu veux, elle vient nourrir l'autre. Et souvent, ça, dans une vie humaine, et très tôt, souvent avec les enfants, c'est ce qui vient se voiler, la joie. Malheureusement, parce que les enfants sont joyeux d'être au monde et expressifs tout à fait naturellement. Ça se voile. Et c'est là que les autres émotions viennent pour nous rappeler qu'on est tristesse, on est fâché parce que la joie n'est pas au rendez-vous. On n'est pas au rendez-vous de notre propre joie. Ouais, c'est une forme de frustration, en fait. Une frustration profonde. Et la personne qui peut faire quelque chose par rapport à cette frustration-là, c'est soi. Donc, les émotions nous invitent à une responsabilité créatrice, si tu veux, par rapport à nous-mêmes, par rapport à la vie et la façon dont on mène nos existences. Est-ce qu'on pourrait dire que les émotions sont le tissu de l'humanité? Ouais, c'est le fluide, si tu veux. Les émotions, c'est comme l'eau, ça circule partout, ça rentre partout. Mais je dirais quand même que il y a... Par exemple, si on est devant quelqu'un qui est extrêmement réactif, tu vois, c'est-à-dire qui réagit à toutes sortes de choses et très émotivement, alors tu sais à ce moment-là que les blessures sont très vives derrière. L'émotion, c'est aussi un baromètre, tu vois, elle nous indique que cette vivacité-là, elle vient cette réactivité-là, elle vient justement d'une
de blessures qui n'ont pas été travaillées, en fait, qui ne sont pas encore assumées, et pour laquelle la personne attend encore qu'on fasse quelque chose, que les autres fassent quelque chose par rapport à ça. Et c'est une attente qui peut amener que des frustrations, en réalité. Mais, à mesure que je prends soin de moi, à mesure que je me rends compte que si je suis toujours abandonné, c'est que l'abandon vibre en moi et que j'invite les bons acteurs pour me faire revivre ça et m'en occuper moi-même, à ce moment-là, je vais sortir de la réactivité parce que je suis en train de m'occuper de moi. Donc, j'ai basculé, si tu veux. Je me dis, si je me sens abandonné, réactive ou réactif par rapport à l'abandon, c'est que j'abandonne des parties de moi. Et souvent, le malheur, c'est qu'on abandonne les parties les plus précieuses de soi-même. On abandonne nos élans créateurs, nos inspirations, on abandonne ce qui nous inspire dans la vie, nos façons de nous ressourcer, qui sont négligées. On abandonne nos idéaux, les causes qui nous tiennent à cœur, les pensées, les mouvements qui nous tiennent à cœur. Donc, à mesure que je reviens vers moi-même et que je me penche vers ces choses-là, je suis moins réactif et mon émotion va servir à autre chose. Elle va servir à être un moteur, un propulseur de l'action juste. Ouais, est-ce qu'on peut dire que les émotions sont des guides d'une certaine manière? Elles sont des guides si je m'en sers comme des alertes, des signaux qui viennent me dire qu'il y a quelque chose qui se passe, tu vois. Par exemple, si je sais simplement la défouler et m'en servir contre l'autre, c'est pas un bon guide. Si je me dis, tiens, le spectacle est d'abord pour moi, cette colère-là, c'est d'abord pour moi, et même si je la dirige vers l'autre, c'est une colère contre moi que j'ai, et je vais chercher le conflit inconscient derrière, à ce moment-là, l'émotion est un très bon guide. Il me file la pêche, il m'amène au poisson qui est derrière, et qui est souvent la blessure profonde, et en même temps une blessure que je dois dépasser, parce que cette blessure-là même qui me sépare des autres, est une mauvaise interprétation de ma réalité. Et il y avait aussi le phénomène collectif des émotions. Et je me dis que beaucoup de choses sont comme la nourriture. La nourriture, nos attirances pour certains aliments, etc. Je sais pas, ou même le phénomène des guerres. C'est carrément de l'émotion, tout ça. C'est carrément de l'émotion. Et effectivement, il y a une sorte de consommation de l'émotion. Par exemple, on écoute les informations. Il y a une consommation de l'émotion en répétition qui est un peu compensatoire, qui est un peu comme manger des chips, si tu veux. Il y a pas assez de choses qui se passent dans ma vie, alors je consomme la tragédie du monde, qui est intense, tu vois. Si je suis pas au rendez-vous de l'intensité de la création, de la créativité, si mon mouvement est pas engagé vers mes idéaux, ben je consomme les émotions des autres et je consomme des guerres, entre autres, qui sont que une guerre, au fond, c'est un peu comme un assemblage de beaucoup d'insatisfaction de beaucoup de gens qui permettent cette guerre-là. C'est comme un égrégore de nuages, de mauvaises pensées, de mauvaises croyances. Mais pour ce qui est des guerres, je dirais que la somme d'inéquité dans le monde actuellement, la mauvaise répartition des richesses, l'inégalité entre les hommes et les femmes, entre le nord et le sud, on voit avec la crise des migrants et tout ça, c'est ça qui est le terreau ou le ferment du terrorisme ou de la guerre. Donc ça commence chez nous, ça commence à... Est-ce que c'est vrai que je répartis bien les richesses dans ma vie? Est-ce que c'est vrai que je suis équitable par rapport aux gens qui m'entourent? Est-ce que je fais ma part pour les gens qui ont moins, pour amener plus d'égalité? Est-ce que... Et je trouve que là, si on fait que se défendre et fermer des frontières, on est dans un mouvement complètement névrotique. Et c'est intéressant parce que au niveau psychique, si quelqu'un fait ça, tu vois, quand Freud est arrivé en scène avec la psychanalyse et tout, il a tout de suite mis en lumière la névrose. Qu'est-ce que c'est une névrose? Une névrose, c'est je pense trop, donc je ne suis pas. Je n'existe pas. Je sens plus d'émotion. Tu vois? Je pense trop, donc ça veut dire que mes systèmes de défense sont tellement en alerte qu'ils arrivent à refouler tout le substrat
du spontané, de l'émotif et tout ça qui veut monter, hein, de ce que Freud appelait le ça, tout le pulsionnel. Et nous, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. On est en train de fermer les frontières, et ça correspond à un mouvement complètement névrotique. Et ça ne peut que produire une sorte d'étranglement de notre vivacité même. L'Europe est quand même un terrain extrêmement créateur, qui a été extrêmement traversé par toutes sortes de guerres, par toutes sortes de, de migrations, de flux migratoires et tout. À partir du moment où tu te dis stop, tu veux dire que tu es en train de stopper la vie même et la richesse de cette vie-là. Bien sûr qu'il faut... Ça nous oblige tous à repenser à tout ça. Mais c'est bien certain que la solution de tout fermer et tout barricader, c'est une solution qui est névrotique. Elle ne peut pas amener de la santé. Je voudrais continuer sur la question de la guerre, cette consommation de l'émotion. Elle nous invite à regarder la guerre dans nos vies, au fond. Est-ce que c'est vrai que dans mon couple, par exemple, est-ce que c'est vrai que je choisis toujours la paix? Ou c'est des fois une petite querelle, ou le contrôle de l'autre fait pas mon affaire aussi, ou que l'autre se taise, ou... je veux dire... comment je peux régler la guerre dans ma vie? Et peut-être que je suis en train de faire quelque chose pour la guerre dans le monde. ça me rappelle Osho que j'avais entendu en Inde. Il disait la guerre dans le monde, elle commence dans les cuisines. Ben, c'est sûr, c'est certain. Mais j'ai une autre chose à dire par rapport à la guerre. J'étais très intéressé par les mouvements pour la paix. Moi-même, j'ai pas mal milité pour la paix. Et je me rappelle quand, peut-être que tu t'en rappelles aussi, on était tous sur la rue pour la question de l'Irak à l'époque, quand les États-Unis ont envahi l'Irak. 91, oui. Ouais, c'est ça, on était tous là. Et moi, je me rappelle que j'ai milité avec des gens extrêmement fâchés et en colère contre l'administration Bush. Et je me disais, ça peut pas être la solution si je suis aussi en colère qu'eux. Je fais partie du problème, je fais pas partie de la solution. Et donc, je me suis rentré chez moi, je me dis, mais c'est quoi la bonne attitude? Et je trouve que la bonne attitude, c'est, enfin, ce que je proposerais. Je me rappelle que je me disais, tiens, comment est-ce que je peux être sur la rue en train de militer pour la paix sans être en colère? Et j'avais trouvé une sorte de petite formulation pour moi-même qui était, Monsieur Bush, vous n'êtes pas Satan incarné, je sais ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de faire taire quelqu'un d'autre pour pouvoir avoir votre profit. J'ai dit, moi je connais ça, je fais ça dans mon couple aussi. Donc, cet dictateur-là, je le connais. Cependant, je trouve que c'est pas une solution. Et voici d'autres façons de faire la chose. Donc, je vous remercie pour votre enseignement. On va pas dans la bonne direction. Maintenant, voici d'autres propositions. Et ces propositions peuvent être affirmées avec beaucoup de force. Donc, je trouve que comment est-ce que je peux, au fond, ne pas transformer l'autre dans un Satan, dans l'axe du mal, et moi-même me mettre à projeter le mal, et dire non, je le porte en moi. J'ai essayé ça aussi. Je trouve que c'est pas une solution. Ça n'apporte pas la paix à personne. Et voici quelques propositions pour que ça aille un petit peu mieux. Donc là, je trouvais, tu es à la fois dans ton mouvement d'affirmation, tu n'es pas en colère, tu es en train de dire, écoutez, vous n'êtes pas Satan. Mais bon, la façon dont vous vous y prenez, là, c'est pas bon pour nous. C'est pas bon pour les êtres humains. Voilà, je trouvais que c'était mes réflexions sur la guerre. Qui malheureusement continue, qui est une catastrophe. La Syrie, c'est une catastrophe. Ça fait mal. Ça se peut pas. Tout à fait. Et justement, alors, moi, justement, dans ma réflexion, ben moi, je milite pour l'amour, à ma manière. Pour moi, c'est la seule solution, parce que, enfin bon. C'est la seule solution. C'est la seule solution. Alors, Léonard Cohen, qui est un poète québécois, canadien, montréalais même, disait dans une de ses chansons, chaque cœur en viendra à l'amour, mais comme un réfugié. Quand on aura tout essayé, tout perdu, on choisira l'amour. C'est affreux, malheureusement, ça a l'air d'être vrai. Mais c'est le substrat, on va dire. Oui.
Alors, donc je passe à la deuxième question. Tu collabores avec Pierre Lessard de façon fraternelle à animer des séminaires Vivre en santé. Oui. Et toi qui as passé 30 ans de ta vie malade, Oui. et dont plusieurs années avec un cancer, on va dire, avancé, quel est le secret de ton alchimie pour transformer ce plomb en or ou le cancer en belle santé? Il faut se servir du cancer, au fond. D'abord, je dirais beaucoup d'humilité face à la maladie, c'est-à-dire d'accepter que la maladie est ton maître, quelqu'un qui est venu t'enseigner quelque chose, quelqu'un qui te tape sur l'épaule à toi, très personnellement, et qui vient te dire, il y a quelque chose qui va pas dans ta vie. Et bien sûr qu'un cancer, c'est pas vrai que c'est seulement psychologique. Il y a des facteurs environnementaux qui sont très importants. Où on vit, l'espace, l'air qu'on respire, l'eau qu'on consomme, les aliments qu'on consomme qui sont très industrialisés, qui sont appauvris en fait. Il y a du cancer dans les lignées familiales. Dans ma famille, mon père est mort du cancer, ma mère a eu 2 cancers. On est vraiment des spécialistes de fabriquer des maladies auto-immunes et orphelines. On a une déficience reconnue du système immunitaire dans toute la lignée familiale. Donc, il y a des fragilités, si tu veux, qui sont déjà là. Mais ça, si tu veux, ce ne sont que des terrains qui prédisposent. Ça prend des éléments déclencheurs. Et les éléments déclencheurs sont souvent des vies où il y a beaucoup de stress et pas assez de joie. Et moi, je dirais que c'était donc le cancer m'a invité à un examen très, très profond d'un style de vie non seulement extérieur, mais intérieur aussi. Donc, par exemple, un des exercices que j'ai fait pendant le cancer, c'était de passer en revue toutes mes relations affectives. Tout ce qui était réglé et pas réglé, de toute ma vie, si tu veux. Les relations avec mes parents, les relations avec mes ex. Et là, ça veut dire ça, plusieurs courriels, quelques téléphones et quelques rencontres, pas toujours faciles, délicates aussi. Et au bout de cet exercice, qui a pris quand même quelques semaines, en pleine maladie, sous le coup de la chimio et tout, j'ai eu l'impression d'une liberté, d'une légèreté fantastique. J'avais retrouvé une espèce de légèreté du cœur et d'unité à nouveau avec la vie, parce qu'il n'y avait plus cette lourdeur du cœur et du passé que je traînais. Et je me suis dit, tiens, j'ai guéri quelque chose. Et je me suis dit, ça se peut que mon corps ne puisse pas suivre. Parce que c'est un cancer de stade 4 et tu peux pas en demander trop à ton organisme. Et je me suis dit, mais moi j'ai guéri quelque chose. Et la joie est au rendez-vous, la bonne humeur de vivre est au rendez-vous. Et je vais mourir avec le sourire aux lèvres et ça sera mon meilleur véhicule pour traverser. Mais bon, j'ai mis en place beaucoup d'éléments que je connaissais. Comme tu le mentionnes, j'ai été malade beaucoup dans ma vie et longtemps. Et ça a des gros avantages, c'est que tu apprends toutes sortes de façons de prendre les choses. Donc, je connaissais l'homéopathie, l'acupuncture, je connaissais comment intervenir dans des situations de maladie par l'alimentation, par les jus, par les jus de verdure, des choses comme ça. Et je connaissais aussi comment visualiser, utiliser l'imagination créatrice, la méditation, la contemplation, les traitements énergétiques. Alors, j'ai mis en scène, si tu veux, tout mon arsenal pour me guérir, et dont la psychothérapie d'ailleurs. Et tranquillement, tout ça a ramené un goût de vivre, une joie de vivre très profonde, même à l'article de la mort. Et tranquillement, j'étais tellement de bonne humeur, en fait, qu'un de mes amis qui me visitait m'a dit, mais t'es tellement de bonne humeur, es-tu sûr que tu as le cancer? Et j'ai dit, j'avais plus un cheveu sur la tête, j'avais plus de sourcils, j'avais plus aucun poil sur mon corps, j'étais en pleine chimio et tout ça, et
Ben, j'ai dit, oui, tu as raison, au fond. J'ai dit, j'avais pas grand-chose à faire cet été. Alors, je me suis dit, je vais me faire une petite chimio. C'est peut-être prophylactique, tu vois. Peut-être que ça prévient. C'est comme le Club Med. Donc, il s'est mis à rire et on a pu rire quelques semaines. C'était bien. Et donc, je dirais que la joie, c'est la chose qui guérit. Et dans ce sens-là, il y a en rapport avec la question que tu me posais tout à l'heure par rapport aux émotions, c'était d'accepter que, tu vois, que la tristesse qu'il y avait en moi, que le désespoir qu'il y avait dans moi, elle n'était pas un résultat du cancer. J'ai renversé la proposition. Au lieu de me dire, je suis triste parce que j'ai le cancer, je suis désespéré parce que j'ai le cancer, je me suis dit, j'étais triste et désespéré, je ne le savais pas. Le cancer est venu me le dire. Parce que c'est, tu sais... Et donc c'est quelque chose qui était très sous-jacent parce que il n'est pas venu, tu as eu des colites ulcéreuses pendant un long moment, mais finalement, malgré ta connaissance Oui. de toi-même, du psychisme et tout ça, ça n'a pas empêché le fait que ce cancer vienne. Non, parce qu'au fond, j'ai l'impression que les problèmes profonds viennent à mesure qu'on peut les affronter, au fond. Et derrière tous ces éléments de la colite ulcéreuse, j'avais bien exploré tout ça, se cachaient encore d'autres éléments. Je viens d'une enfance très troublée et difficile à digérer. Et tranquillement, j'ai pu y aller couche par couche. Et le cancer, j'espère, c'est la dernière couche, parce qu'après ça, on meurt pour vrai. Bon, remarque, ça continue. Mais je veux dire, je pense que ça m'a permis de rencontrer des choses encore plus profondes, mais aussi les couches de protection que j'avais mises en place pour me préserver dans la vie, mais qui aussi m'empêchaient d'être moi-même pleinement. Et je pense que la maladie est toujours une invitation à se retrouver, à redevenir soi-même. Mais plus que ça, je trouve que c'est une invitation à sortir de nos misères et retrouver la joie au cœur même de l'épreuve. Parce qu'au fond, il n'y a pas de raison de ne pas être joyeux. C'est des raisons qu'on s'invente, au fond, et qui font qu'on se donne une vie comme ça. On existe à travers nos drames. Et je trouve que l'apprentissage de la vie, en tout cas, c'est d'exister à travers la beauté, la joie, l'intensité d'une vie créatrice. Je pense que c'est là qu'est le secret de ça, parce que sinon, tu la cherches où l'intensité? Tu la cherches dans tes compensations, tu la cherches à beaucoup d'endroits, dans tes drames, tu la cherches dans tous ces endroits-là, mais tous ces endroits-là te détruisent, au fond. Et je pense que peu à peu, j'ai commencé à réaliser tout ça avec beaucoup de profondeur et de sérieux, dans le sens que de gravité, mais une gravité qui invitait à de la légèreté, à de l'allègement. Et je voudrais ajouter quelque chose par rapport à ça, parce que les gens te félicitent parce que tu es sorti du cancer, tu vois que tu as vaincu le cancer. Et moi, je me disais, mais non, mais là, j'ai seulement fait mon possible, hein, j'ai pas rien inventé. Et je leur disais, de toute façon, le combat, c'est maintenant. C'est-à-dire, c'est chaque jour après. Qu'est-ce que je fais pour choisir la joie? Qu'est-ce que je fais pour rester dans la légèreté? Qu'est-ce que je fais pour rester proche des choses que j'ai apprises à travers la maladie? Ça, pour moi, c'est la question et c'est le combat. Et ça me rappelle toujours, je trouve qu'on fait on fait un mauvais sort on fait un mauvais sort à l'islam, parce que la djihad dans l'islam, c'était d'abord le combat à l'intérieur de soi pour faire triompher la lumière. Et c'est tellement une belle pensée. C'est tellement une pensée sacrée, une inspiration géniale de Mahomet qui voulait parfaire le bouddhisme et le christianisme en disant le bouddhisme nous a amené la connaissance et le christianisme nous a amené l'amour. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de réunir ça? Et c'est ce que Mahomet appelait l'intelligence. Retrouver l'intelligence du cœur. Je trouve tellement que c'est une belle proposition, mais qui s'est pervertie.
qui est réellement le fondement de l'islam d'ailleurs. Qui est le fondement même de l'islam et le fondement même du soufisme, qui était une des grandes influences de l'islam. Parfois, des fois ils sont en accord avec les soufis et des fois ils les combattent, mais c'est une autre question. Mais tu as ça aussi dans le bouddhisme, tu as tout chez les Tibétains, l'idée du guerrier de lumière, par exemple. La même image, hein, combat pour la lumière. Et chez nous, dans le christianisme, on a le combat avec l'ange. Hein. Très souvent, on mène un combat contre la lumière, contre notre ange. Voilà. Okay. Alors après le cancer, c'est la lutte pour la lumière, pour la joie. Bon. Ok. Alors dans une autre interview où tu n'as pas développé, tu as parlé de nourriture lumineuse. Oui. Et moi, disons que je tends l'oreille. La nourriture lumineuse, elle provient d'une pratique méditative, mais je dirais pas que. Parce qu'il y a, parenthèse, il y a des gens qui se nourrissent de lumière véritablement. Mais justement, la nourriture, puisque tu l'as évoqué, mais la nourriture que l'on consomme de façon quotidienne, oui. Est-ce qu'elle n'est pas aussi, elle est un réceptacle de lumière? La lumière est contenue dans cette nourriture. Tout à fait. Et je pense que ça doit aider, de par la qualité de notre nourriture, ça doit aider au processus de guérison. Tout à fait. Alors, c'est vrai que la colite ulcéreuse, je l'ai beaucoup, si tu veux, maîtrisée en changeant vraiment mon alimentation au complet. Et comme j'ai été malade longtemps, c'est des maladies chroniques, j'ai lu beaucoup, j'ai appris beaucoup sur l'alimentation, en fait. Mais c'est clair que plus une nourriture est vivante, plus elle te rend vivant. C'est tellement simple, le principe, tu vois. Plus c'est proche d'être cru ou cru, plus ça a des chances de te donner de la vie. Plus c'est bio, plus c'est cultivé avec amour, plus ça a des chances de donner de l'amour et de la vie. Et si on fait un pas de plus, c'est vrai que l'été dernier, par exemple, avec mon ami Pierre Lessard, justement, on s'est mis à faire carrément des repas de lumière, c'est-à-dire à apprendre à ingérer consciemment des particules de lumière. C'est-à-dire que de toute façon, on en ingère tout le temps, tout le monde. Mais l'idée, c'est toujours de commencer à faire ce travail-là consciemment, c'est-à-dire d'ouvrir les centres énergétiques, les différents chakras, pour les nourrir de lumière, par exemple, et ouvrir les mains, vraiment les réceptacles très très forts, les ouvrir pour les nourrir de lumière et nourrir tout l'être de lumière. Donc prendre 15-20 minutes, si tu veux, hein, après une période méditative, de vraiment ingérer consciemment de la lumière, des particules cristallines, toutes sortes de transmutations et tout ça. C'est simplement, si tu veux, favoriser ou appuyer sur ce qu'on fait de toute façon. Et c'est clair que les premières nourritures d'un être humain, c'est la lumière, l'eau et l'air. Hein? Et donc la qualité de l'air, la qualité de l'eau et la qualité de la lumière sont très importantes pour nous. C'est les premières nourritures. Heureusement, il y en a en abondance et c'est gratuit. Donc, c'est l'idée simplement d'ajouter à tes repas ou d'en consacrer un à ce type de nourriture-là. Bon, il y a des gens, je pense, qui vivent vraiment en se nourrissant simplement de lumière et d'air, de prana. J'en suis pas là, je suis un bon vivant, j'aime bien manger, mais j'avoue aussi que cette consommation de lumière est extrêmement énergisante. Et on est de la lumière en action. Et Hubert Reeves, que j'ai le plaisir de connaître personnellement, dit vraiment et littéralement, on est des poussières d'étoiles. Et il dit pas ça au sens figuré. Nous sommes des poussières d'étoiles, donc des poussières de lumière en action dans l'univers. Et dans la bouche d'un astrophysicien, ça nous ramène aussi à peu près à notre juste proportion. On est un petit micron de sable dans l'univers. Hein. Nous sommes des poussières en train de nous amuser. Oui, et des fois en train de penser qu'on est plus que des poussières. C'est un gros problème. Oui, on est des poussières en train de danser dans l'univers. Et quand tu regardes le sang au microscope électronique, tu vois, la santé du sang est indiquée par des petits phénomènes lumineux qu'on voit dans le sang. Et plus il y a ces petits danseurs de lumière dans le sang, plus ton sang est en santé.
Et c'était intéressant. Ça ressemble à les petites fleurs d'eau qu'on voit à la surface de l'eau quand le soleil brille. Tu vois, il y a toutes sortes oui. Dans le sang, il y a la même danse de lumière. Et c'est ça qui indique la santé du sang. Et c'est très, très... Et là, tu te rends compte que vraiment, on est de la lumière en action, en fait, qui danse. Et je me rappelle la première fois que j'étais... j'ai eu la chance de passer 2 fois près de la mort, à travers des souffrances pas si agréables. Mais la première fois, je suis vraiment rentré dans des états extrêmement ouverts et unitifs. Et effectivement, je voyais la nourriture que je mangeais, elle avait effectivement sa propre lumière. Tout dans l'univers émanait de la lumière douce. Et c'était fantastique d'être en contact avec ça. Je suis plus là du tout, hein, c'est dommage. Ouais. Mais après, il faut retourner. Justement, il faut ingérer de la lumière et méditer pour retrouver des états où on est un peu plus perceptif, je dirais, et plus respectueux de la lumière qui nous entoure et de l'amour. Bon, l'heure tourne. Donc, nous allons passer à la deuxième partie. Donc, pour introduire la prochaine question, je cède le micro à Marie pour une chanson issue de ses conférences enchantées. Oui, une chanson enchanteresse. J'avais si peur de te briser. La tendresse, quelle est donc cette promesse que je t'ai faite lorsque tu es arrivé? La tendresse en plein cœur de ma détresse, elle m'empresse de prendre soin de mes faiblesses, apprivoiser ma tristesse pour que vive ma forteresse et que mes peurs jamais te blessent. Comment t'aimer sans t'étouffer, te protéger sans t'enchaîner? Il a fallu que je comprenne. Mes peurs sont ta seule prison. Laisse-moi penser mes blessures, j'en prendrai soin, je te l'assure. Tu n'as pas à combler mes peines. Mon amour est sans condition. La tendresse, quelle est donc cette promesse que je t'ai faite lorsque tu es arrivé? La tendresse en plein cœur de ma détresse, elle m'empresse de prendre soin de mes faiblesses, apprivoiser ma tristesse pour que vivent nos forteresses et que mes peurs jamais te blessent. Je ne peux combler tes désirs ni t'apporter tous les plaisirs. Il a bien fallu que j'apprenne à dire non et te voir pleurer. Tes larmes sont des perles d'amour que tu amasses au fil des jours pour apprendre à combler tes peines et grandir vers ta liberté.
toute une belle promesse que je t'ai faite lorsque tu es arrivé. Et la tendresse en plein cœur de nos détresses, elle nous presse de prendre soin de nos faiblesses, apprivoiser nos tristesses pour que vivent nos forteresses et que nos rêves toujours caressent. La tendresse, la tendresse. La Le théâtre ne t'a jamais vraiment quitté depuis, Ouais. depuis ton adolescence. Oui, Et te voilà dans une actualité d'artiste pédagogue oui, à Paris. oui. Voilà. Dans une pièce qui s'appelle L'amour L'amo- dans tous. L'amour dans tous ses états. Voilà, Voilà, au théâtre du Feu de la Rampe. oui, Voilà, et ça jusqu'au 20 avril. voilà. On joue. Voilà, les mardis, chaque mardi et mercredi. C'est ça, exactement. C'est ça, et c'est très agréable. Donc c'est avec des compères dont j'ai entendu Hervé Pochon souvent sur France Inter. Ah, tout à fait, alors je suis avec Voilà. Hervé, tout à Et fait. Camille Bardery. Oui, Ben voilà, ça doit être bien sympa. c'est super sympathique. Alors tu débusques de façon ludique les difficultés, les drames dans le couple, Oui, mais voilà, comment vivre la tendresse au sein du couple. oui, c'est ça que la chanson nous rappelle, hein. Alors, justement, c'est un couple qui n'arrive pas beaucoup à vivre sa tendresse, et donc qui choisit la guerre, au fond, à cause de ses blessures, à cause de ses malaises inconscients et tout, où chacun des protagonistes attend beaucoup de l'autre, et attend une attente qui est déçue, au fond, qui va amener cette irrésolution entre eux. Et moi, au fond, je viens entre les scènes pour éclaircir des choses pour les gens. C'est quoi la nature de leur attachement? C'est quoi la nature des peurs qui sont en jeu? C'est quoi les blessures de fond qui agissent? Pourquoi ils se comportent de cette façon-là? Et bon, alors au début, j'interviens entre les scènes, et peu à peu, je suis happé moi-même par ce couple-là, et je les retrouve dans mon cabinet. Et là, tu vois, il y a tout un... On joue avec la salle aussi, je les amène en thérapie, dans mon groupe de thérapie, parce que je trouve qu'on s'en tire pas si bien dans le cabinet. Donc, la salle devient mon groupe de thérapie, et il nous souffle ce qui se passe dans ce couple-là, parce que la salle a son intelligence, hein. Tu as des couples dans la salle pas mal qui viennent et tu te dis, bon, mais qu'est-ce qui se passe chez lui? Qu'est-ce qui se passe chez elle, au fond? Qu'est-ce qu'il essaie de dire qu'il n'est pas capable de dire, tu vois? Et les acteurs reprennent ça et on joue avec tout ça. Donc, c'est assez... c'est une aventure très intéressante. Mais surtout, je l'ai fait parce que, pour la simple joie de le faire, je veux dire, j'avais envie de trépigner à nouveau comme un enfant qui s'apprête à jouer. Donc, quand je monte sur les planches, j'ai mon petit trépignement avant d'entrer en scène. Je suis juste content de faire ça et je le fais pour le contentement de le faire. Au fond, tu sais, je suis un psy, donc j'ai passé beaucoup de temps dans ma vie à expliquer des choses et je trouvais que la partie de moi-même qui avait besoin de s'exprimer sans s'expliquer avait besoin de vivre. Et ça, c'est la poésie, c'est la chanson, c'est le théâtre, où justement on est plus au vif de l'émotion et de l'intensité. Et on la vit, on la recrée. Je trouvais ça extraordinaire de pouvoir faire ça. Et comme maintenant je suis vieux, et je me dis, dans ma retraite, je vais faire que des choses que j'aime. Donc je continue à faire ce que je faisais. Ah, super. Et j'ajoute le théâtre. Ah bah alors, on va pouvoir se rejoindre et faire une bande alors. Oui, voilà, tout à fait. Bon.
Eh bien, écoute, cher Guy, je te remercie pour ces moments partagés, pour Merci, cette Jackie. rencontre enchantée Merci beaucoup. et enchanteresse. Ah oui, alors que l'enchantement continue, parce que vraiment, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire pour le monde. Bon, Avoir un cœur enchanté et semer un peu d'enchantement autour de nous. Voilà, je pense qu'on va s'en tirer comme ça. est-ce que tu nous feras une petite chanson alors? Ah, une petite chanson qui s'appelle Retrouvailles et qui parle des retrouvailles avec soi-même, justement, quand on a été trop éloigné. Et cette chanson a été composée après mon premier passage près de la mort. Et ce sont les paroles qui me sont venues spontanément. Ce sont des retrouvailles avec l'âme profonde. Merci, nous t'écoutons. Merci. Amour, mon bel amour, voici quelques offrandes. Ma vie au grand complet gaspillée pour des sous. Avec la peur en prime, avec la peur au ventre, qui nous courbe les chines, qui nous met à genoux. J'ai erré si longtemps avant de comprendre que sans toi je n'étais qu'un pauvre pou, ou un pou bien portant avec son importance, qui écrivait des livres et qu'on aimait partout. Vivre à côté de soi, vivre à côté de l'âme, c'est renoncer à soi, c'est renoncer à tout. Perdu mon combat, tu gagnes souveraine. Enferme donc ma haine au fond de tes cachots. Garde-moi prisonnier, lève-moi de mes peines. Pour le mal que j'ai fait, lève l'impôt. De pleurer chaque jour ému jusqu'à comprendre. De pleurer d'amour devant ce qui est beau. Je veux vivre à tes pieds, n'ai plus rien à atteindre. Le pas où aller, peut-être trop. Vivre à côté de soi, vivre à côté de l'âme. Et renoncer à soi, c'est renoncer à tout. Pour ceux-là qui n'ont pas pris la chance d'être eux-mêmes ici-bas, eux-mêmes malgré tout. Je chante pour ceux-là qui n'ont pas eu leur chance, qui tout comme moi l'ont jeté comme un fou. Je chante pour ceux-là dont j'envie l'existence. Ils mangent dans ta main, ils te servent à genoux. Suivent le chemin de leur maîtresse tendre. Ils ont le courage de leur goût. Vivre à côté de soi, vivre à côté de l'âme. Renoncer à soi, c'est renoncer à tout. Toi longtemps loin de moi-même, mon bel amour caché au beau centre de tout, mon bel amour trahi au centre de moi-même, je te retrouve enfin.